Cette voiture de course d'une autre époque, sans ceinture ni arceau, dépourvue de tout dispositif de sécurité, doit être abordée avec prudence. Un ami pilote de course est monté avec moi et il a dit qu'il n'avait jamais eu aussi peur en roulant aussi lentement. La conception la plus ingénieuse de l'industrie automobile est aussi la plus humble et la plus polyvalente. On pouvait par exemple commander un habillage précis pour l'arrière. Il y avait des carrossiers qui faisaient des remorques sur mesure, selon la fonction souhaitée. Quand les voitures ont-elles commencé à être dotées des caractéristiques modernes? L'industrie automobile a évolué beaucoup plus rapidement dans les années 1930 que dans les années 1920. Les constructeurs devaient sans cesse présenter de nouveaux modèles pour convaincre les acheteurs récalcitrants. Dangereuse, polyvalente et séduisante. Quoi de plus agaçant que des dodanes quand on essaie de prendre de la vitesse? Ne serait-ce qu'un peu de vitesse? Acteur, chanteur et artiste, Don Franks se fait plaisir au volant de sa voiture de course ancienne. Le conducteur a certainement 20 ans de moins que sa vieille Ford, qui frise le centenaire. J'ai un bon ami qui était pilote de course au Canada et aux États-Unis. Il conduisait des voitures à 290 km/h. Il est monté avec moi à plusieurs reprises et une fois, quelqu'un lui a demandé ce que ça lui faisait de faire partie du groupe de course de Don Franks. Et il a dit qu'il n'avait jamais eu aussi peur en roulant aussi lentement. Cette voiture de course a été construite par Champion, à Chicago. Comme l'entreprise a utilisé le châssis modifié d'une Ford Model T, elle l'a appelé Modèle E. En 1919, les constructeurs de cette voiture de course n'avaient qu'une chose en tête, la vitesse. À l'époque, la sécurité était, disons, secondaire. Ça, c'était là-dessous. Cet essieu allait là-dessous. Mais maintenant, il est à l'avant. Et il ne tient qu'avec ces deux éléments. Donc, si ça se casse, on meurt. D'où le nom d'avant-suicide. C'est un ressort à lame. C'est pour ça que le levier de vitesse est orné d'un crâne. La mort est mon copilote. En 1919, la course automobile était déjà considérée comme un sport sérieux. Depuis l'invention de l'automobile, tout le monde voulait aller plus vite. La première course doit dater de 1899. Il n'y avait que quelques voitures, mais tous voulaient faire la course. Les gens n'avaient pas les moyens d'acheter une Miller ou une Mercer Raceabout, mais ils pouvaient se payer une Ford T. La Ford T est probablement la voiture de course la plus importante du monde. Certains diront que ce n'est pas possible, que ça doit être la Duesenberg, la Mercer, la Stutz Bearcat ou quelque chose comme ça. Mais il faut savoir qu'on pouvait acheter une Ford T pour 10, 20, 30
ou 40 $ à un fermier qui l'avait poussé à bout. Et que si on ne faisait pas la carrosserie soi-même, on pouvait obtenir le modèle de course E de Champion pour 165 $, incluant des frais de transport. Don s'est découvert une telle passion pour les voitures de course anciennes qu'il a décidé de former une équipe de course avec laquelle il a fait une tournée nord-américaine. On a la chance de retourner dans le passé. La plupart des grands pilotes ont débuté avec des Ford T de course, parce que ce sont les premières qu'ils ont pu modifier pour faire la course à la foire du comté. Ils pouvaient participer aux courses le samedi soir, s'en servir pour aller au travail en semaine et retourner faire la course le samedi suivant. Ces jours-ci, Don fait plutôt cavalier seul. C'est devenu difficile, car les plus âgés d'entre nous ne veulent plus courir. Et aujourd'hui, certains des circuits ont fermé. Mais quand on en a l'occasion, on sort nos voitures pour faire un tour. Pour Don, l'un des principaux attraits des premières Ford T de course est la simplicité du véhicule. Ça, c'est l'allumage, et ça, le papillon des gaz. Quand on démarre, c'est en haut, comme ça. Ensuite, ça descend, et on conduit comme ça. C'est comme ça qu'on conduit. Comme ça. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, si on appuie à fond sur la pédale, comme ceci, on est en basse vitesse. Si on la relâche, on est en haute vitesse. Si on s'arrête à mi-chemin, on est au point mort. Ça, c'est le frein. Mais pour aller en marche arrière, il faut faire ça. Quand on apprend à conduire une Ford T, on se demande pourquoi toutes les voitures ne sont pas comme ça. Henry Ford a construit une voiture universelle, une voiture pour tous, toujours réparable. Ce qui est une bonne chose, parce que, à mi-chemin de la balade du jour, la vieille T se fatigue. Don demande à son mécanicien Ian de venir lui donner un coup de main. C'est le problème. Voilà le problème. C'est la courroie de ventilateur. En fait, la courroie de ventilateur a décidé de se déchirer. La Ford T ne possède pas de pompe à eau. On n'utilise que le ventilateur. Donc, si on reste au point mort, la voiture a tendance à surchauffer. Mais si on conduit par temps frais, comme aujourd'hui, on peut s'en sortir sans courroie parce qu'il y a un système de thermosiphon. Don et Ian estiment qu'ils peuvent tenter de rouler sans courroie de ventilateur. Et ils font un petit essai. On ne réalise pas toujours ce que la course a apporté aux voitures qu'on utilise au quotidien. Sans la course, on n'aurait pas tous ces dispositifs de sécurité. On n'aurait pas, à l'heure actuelle, des voitures aussi silencieuses et aussi performantes. La course a fait beaucoup pour tout le monde. Elle a certainement fait beaucoup pour Don Franks, acteur, chanteur et féru de voitures de course anciennes. De tous les types de véhicules construits au cours du dernier siècle, celui-ci a fait mouche dès le départ. Cette camionnette, un Ford A Roadster de 1930, est un parfait exemple d'adéquation entre la forme et la fonction. Une conception adaptée aux besoins.
un moteur simple mais robuste à l'avant, une cabine passager au centre et une benne facile d'accès à l'arrière. Conçu pour travailler et pour durer. N'ayant subi que quelques modifications légères au fil des ans, la silhouette de la camionnette n'a pour ainsi dire pas changé. En fait, le troisième prototype conçu par Henry Ford était une camionnette. Ses investisseurs ont rejeté l'idée et lui ont demandé de se concentrer sur les voitures. Il a fallu à Ford presque 10 ans pour pouvoir produire sa première camionnette. Ses investisseurs avaient tort. Dans les années 1930, les camionnettes représentaient une grosse part du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a eu environ 2300 camionnettes Roadster produites en 1930. La production de la Ford a cessé en 1931. Les fabricants se sont mis à construire des camionnettes plus lourdes, des camions-citernes. S'il y avait quelque chose susceptible de se vendre, Henry Ford le construisait. La simplicité des camionnettes permettait de les modifier en fonction des besoins. Et ce, dès le départ. On pouvait faire des commandes spéciales. On pouvait par exemple commander un habillage précis pour l'arrière. Ils avaient des carrossiers qui faisaient des remorques sur mesure, selon la fonction désirée. Leur simplicité en facilitait aussi l'utilisation. Ça se conduit comme un vieux véhicule. Il n'y a évidemment ni direction assistée, ni frein à disque, ni option moderne. Ça prend donc un peu d'adaptation. Les freins sont mécaniques. Si on a fait l'entretien et que tout est bien lubrifié, ils fonctionnent très bien. Cela dit, ça ne freine pas non plus comme les voitures actuelles à frein à disque. Comme il s'agissait de véhicules de travail, ils ont été bien souvent malmenés. Que certains aient survécu relève du miracle, mais aussi de la qualité de leur construction. Ils se sont fait aussi des admirateurs fidèles, qui les ont dotés de pièces élégantes, comme ce toit escamotable. Il ne se plie pas. Il se détache et s'enlève. L'ancien propriétaire devait avoir besoin d'une camionnette, mais il voulait s'offrir le luxe d'un toit escamotable. C'est donc une camionnette décapotable, le meilleur des deux mondes. La camionnette de Hart offre le meilleur des deux mondes pour plus d'une raison. Comme ces camionnettes ont toujours été modifiées pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs, les modifications mineures sont autorisées, voire encouragées de nos jours, pour qu'elles demeurent sur la route. Sous le capot, on a installé un carburateur double corps inversé Weber. À la base, le Ford A est muni d'un carburateur vertical. On peut voir le carburateur d'origine ici, sur une camionnette qui n'a pas été modifiée. Pour le carburateur double corps, il faut une tubulure d'admission spéciale. Ça permet d'accroître la puissance et la performance du moteur. On a installé un allumage transistorisé à la place du rupteur et du condensateur classique. On a aussi opté pour une technologie d'alternateur plus moderne. Il s'agit d'un alternateur de 6 volts qui a été boulonné. Ça améliore le système de charge. C'est le système de boîte à 3 vitesses d'origine du Ford A. C'est donc le système d'origine auquel on a ajouté un surmultiplicateur qui est intégré au tube de poussée. Si on est sur l'autoroute et qu'on est à plus de 65 km/h, le surmultiplicateur fait qu'on peut rouler confortablement à 90 km/h. Sans lui, c'est un véhicule qui ne dépasse pas les 70 km/h. Dans la mesure où il s'agissait de camionnettes de labeur et non de loisirs, leurs propriétaires avaient tendance à les abandonner dans les champs lorsqu'elles ne pouvaient plus assurer les tâches pour lesquelles elles avaient été créées.
Art n'est pas de cet avis. Il n'a pas l'intention de trop solliciter sa camionnette, mais il sait que s'il le voulait, elle pourrait transporter des chargements de bois sur les chantiers. Un hommage à l'une des meilleures conceptions de l'histoire automobile. Au cours des 100 dernières années, la plupart des innovations automobiles sont d'abord apparues sur les voitures chères. Et curieusement, les périodes de grands progrès correspondent aux périodes de grande précarité économique. Cette Cadillac 1907 a été construite pendant la pire récession économique qui se soit abattue sur les États-Unis depuis la guerre de sécession. Et elle était pourtant à la fine pointe de la technologie automobile de l'époque. Le fondateur de Cadillac, Henry Leland, est à l'origine de la normalisation des pièces. Sans cela, il ne pouvait pas y avoir de chaîne de montage. Il a été le premier à créer des pièces de moteur, de roulement, d'ailes, etc., de taille identique. Cela a valu à Cadillac de remporter le trophée de War pour la réalisation exceptionnelle dans le domaine automobile. Ce titre récompense les constructeurs du monde entier, et Cadillac est le seul à l'avoir gagné 2 fois. Charles Kettering de Cadillac a inventé le démarreur électrique après le décès de son meilleur ami dans un accident tragique. En 1912, Cadillac a remporté le trophée de War une seconde fois pour le démarreur électrique. Kettering l'a inventé parce qu'un ami à lui, c'était à Détroit en 1911, un ami à lui s'est arrêté pour aider une femme dont la voiture était tombée en panne sur un pont. Il a dû actionner la manivelle pour démarrer le moteur. Je suppose qu'il s'est trop penché en avant. Il a reçu la manivelle dans la mâchoire. Ça s'est gangrené et il en est mort. Ça l'a tué. Dans les années 1920, la technologie automobile progressait, mais lentement. Les spécialistes du marketing n'avaient pas encore eu l'idée de lancer un modèle par an. On construisait donc les voitures sur un cycle de 6 ou 7 ans, sans apporter de modifications majeures. Du moins, jusqu'à la catastrophe économique qui allait venir, la Grande Dépression. Le style et l'ingénierie automobile ont évolué beaucoup plus rapidement dans les années 1930 que dans les années 1920. On peut se demander pourquoi, puisque c'est une période de crise économique. En fait, les constructeurs devaient sans cesse présenter de nouveaux modèles pour convaincre les acheteurs récalcitrants. Une fois encore, c'est sur les voitures de luxe très chères qu'on constate les progrès technologiques les plus marquants. Par exemple, pour le prix de cette Duesenberg, on pouvait acheter 30 Ford neuves. À ce prix-là, on obtenait un moteur 8 cylindres de 6,9 litres, un double arbre à cam en tête, 32 valves. On obtenait aussi des freins hydrauliques sur les 4 roues ajustables aux conditions de la route, un châssis autolubrifiant. Il y avait aussi des témoins lumineux sur le tableau de bord pour la batterie, l'eau et l'huile. Toutefois, l'apogée technologique de la Grande Dépression a été incarné par la Cord 1936. Cette voiture est truffée d'innovations. De nombreuses caractéristiques ont été retrouvées par la suite sur d'autres modèles, à commencer par la traction. Pour que le système de traction fonctionne, on a dû monter le moteur à l'envers et avoir recours à une commande électrique située près du volant pour changer de vitesse. Ce qui évite d'avoir à utiliser des tiges métalliques et des liens compliqués. Les modèles de Cord et d'Auburn comptaient parmi les premiers exemples de conception épurée. Malheureusement, ça n'a pas sauvé Cord de la faillite, car ces voitures étaient tout simplement trop chères. Ceux qui en ont bénéficié, ce sont les constructeurs, qui ont su intégrer ces progrès technologiques à des modèles grand public, moins onéreux.
En 1934, Chrysler s'intéressait toujours à l'ingénierie et elle a lancé la Chrysler Airflow, qui avait l'allure d'une voiture des années 1940, mais en 1934. Calandre en cascade, ligne douce, elle avait encore des marchepieds, mais elle avait une allure futuriste. La voiture n'a pas eu le succès escompté. Alors en 1935, on a modifié la calandre pour lui donner une allure plus conventionnelle. Le modèle a été produit jusqu'en 1937, puis il a disparu, car d'autres styles sont devenus à la mode. 3 ans plus tard, on inventait la boîte de vitesse automatique. Une fois encore, c'était sur les modèles haut de gamme. Ce sont les ingénieurs de Cadillac qui ont élaboré la boîte de vitesse automatique. Mais ils ont chargé Oldsmobile d'en faire le lancement en 1940. En cas de problème, c'était Oldsmobile qui écopait. La production commerciale de voitures a cessé avec la Seconde Guerre mondiale. Au milieu des années 1950, les États-Unis ont connu une nouvelle récession. L'industrie automobile a donc dû redevenir créative. Je considère les années 1950 comme une décennie automobile. Elles ont été le théâtre de créations uniques sur le plan du style et de l'ingénierie. Par exemple, lors du lancement de la Cadillac coupé de ville 1957, tout tournait autour de l'électricité. Direction assistée, frein assisté, vitre électrique. Beaucoup de modèles avaient le siège conducteur à réglage électrique en 6 directions. Ça, c'était la Cadillac de base, mais avec les fonctions électriques. Avec la reprise de l'économie, l'innovation s'est faite plus timide. Il a fallu attendre 50 ans pour assister à des progrès technologiques marquants. Compte tenu de la crise actuelle, il semblerait que l'avenir de l'automobile repose maintenant sur les technologies hybrides et électriques.